Salut Tizotte. Tiens, salut. Bah ferme le bouc, t'en es va carré dedans. Pardon? Eh oh, arrête de faire le bourbourg ça, sinon tu vas te prendre une tarte dans le gif. Tu m'expliques? Bah je parle ch'ti. Ouais, bah ça j'ai bien vu. Mais pourquoi? Bah vidéo sur le Nord-Pas-de-Calais. On a fait les Flandres, on a fait l'Audomarois, là logiquement on fait le Dunkerquois ou la Côte d'Opale. Ouais mais non, je t'ai peut-être pas envoyé le bon mémo. Là on parle de Versailles. Versailles. Ouais. Ah. Située à 17 km du centre de Paris, Versailles fait partie des sites incontournables du patrimoine de France. Chef-lieu du département des Yvelines depuis 1968, cette ville de 85 000 habitants est en effet intimement liée à l'histoire de l'ancien régime monarchique. Pour cause, elle a été le siège du pouvoir politique français pendant plus d'un siècle et a été à l'origine créée par la volonté de nul autre que Louis XIV, le fameux roi Soleil. Et ouais, rien que ça. Et comme cette commune mérite bien plus qu'un simple résumé en 2 phrases, je vous propose d'embarquer avec moi pour un passionnant voyage à la découverte de Versailles. Sans vraie trace historique antérieure au début du 2e millénaire, la commune est mentionnée pour la première fois dans une charte d'abbaye en 1038, dans laquelle est cité un certain Hugo de Versailles, son premier seigneur connu. Le village, établi autour d'un manoir, bénéficie d'une certaine prospérité entre le XIe et le XIIIe siècle, profitant d'une activité agricole florissante. Cependant, comme la quasi-intégralité de l'Europe à la même époque, cette progression est stoppée net au XIVe siècle par la peste noire et la guerre de Cent Ans. Les dégâts sont si sévères qu'en 1453, à la fin du conflit, la reconstruction du village est entamée par uniquement une petite centaine d'habitants. Tant bien que mal, et petit à petit, celui-ci renaît de ses cendres, atteignant à la fin du XVIe siècle les 500 habitants, attirés par son emplacement au croisement de plusieurs voies de commerce importantes. Le charme de la commune est d'ailleurs tel que dans les années 1610, le roi Louis XIII vient plusieurs fois chasser dans les forêts environnantes. Et suite à cela, en 1623, tout bascule. En effet, le roi annonce aux Versaillais la construction de son propre pavillon de chasse dans le village. L'endroit lui plaît alors tellement que 9 ans plus tard, il achète toute la seigneurie de Versailles pour la modique somme de 66 000 livres. Eh ben ça fait une sacrée bibliothèque, dis donc. Et fait du vieux manoir un château dans un style Louis XIII bien plus moderne. Ouais, le mec a un style à son nom. Néanmoins, lorsque celui-ci meurt en 1643, le village n'a finalement pas radicalement changé. C'est alors qu'en 1660 arrive Louis XIV, tout juste âgé de 22 ans, qui décide de faire de Versailles un projet d'envergure. Débutant par de simples ajustements, les travaux prennent un tournant en 1664 lorsque le roi fait raser entièrement l'ancien village pour y aménager à la place une ville monumentale. Je suis pas sûr que ça ait plu aux habitants, tiens. Ouais. Toujours est-il que le roi va au bout de son idée, et qu'après avoir fait construire une nouvelle église, de nouveaux quartiers et avoir fait agrandir le château, il décide en 1677 de faire de ce dernier sa résidence royale principale. Puis, suite logique des événements, le roi et sa cour s'installent à Versailles, et la ville devient officiellement le siège du pouvoir politique français le 6 mai 1682. Dès lors, la commune connaît une ascension fulgurante, étant au XVIIIe siècle une ville de 30 000 habitants très moderne et en avance sur son temps, ayant carrément servi de modèle pour la construction de Washington aux États-Unis. Après avoir connu 7 ans de déclin, perdant la moitié de sa population suite à la mort du roi en 1715 et au transfert du pouvoir à Paris par Philippe d'Orléans, Versailles se relève en 1722 lorsque Louis XV, arrière-petit-fils du défunt roi Soleil, se réinstalle dans l'ancien château familial. Ensuite, sous Louis XVI, il se passe pas grand-chose. Oui, c'est vrai, il y a la Révolution. Et oui, même si elle a débuté à Visil le 21 juillet 1788, Versailles est l'un des berceaux de la Révolution française, les États généraux s'y étant réunis en mai 1789. Après la prise de la Bastille, les nobles quittent la ville et le peuple attaque le château en octobre. Les meubles, ornements et autres richesses sont pillés, le bâtiment abandonné, et la ville passe rapidement de 70 000 à 25 000 habitants. C'est la fin de Versailles en tant que capitale de France. Pour l'anecdote, il a été proposé de rebaptiser la ville en berceau de la liberté. Mais comme ça ne plaisait pas au plus grand nombre, l'idée a été enterrée. Ou plutôt décapité. Comme Louis XVI. Ouais. Pas mal. Par la suite, au XIXe siècle, Versailles alterne entre croissance et déclin. Pendant qu'en 1833, le roi Louis-Philippe décide d'ouvrir un musée dans le château pour tenter de lui rendre un peu de son éclat. Cette initiative se poursuit au début du siècle suivant grâce à un ensemble de dons à hauteur de 23 millions de dollars par un industriel américain qui participe à la rénovation du domaine.
Ainsi, aujourd'hui on peut visiter un château de Versailles restauré, équipé et meublé comme il l'a été au fil des années, ce qui nous permet d'en apprendre un peu plus sur la vie au sein de ces murs. Et ça tombe bien, parce que c'est exactement ce qu'on va faire. En débarquant sur la place d'Armes, faisant face au château, on se sent immédiatement plongé en plein cœur de la Renaissance, du temps des rois Bourbons. On s'imagine alors se mêler aux quelques 3 à 10 000 visiteurs quotidiens, venus à l'époque de tout le pays afin de soumettre une requête au souverain, et qu'on laissait entrer à condition de respecter le port d'une épée et d'un chapeau qui pouvaient être loués à l'entrée du château. Puis, en observant ce majestueux édifice, on se projette d'ores et déjà à l'intérieur, croisant au détour des innombrables couloirs ses nombreux occupants. Famille royale, conseillers, favoris du roi, invités, artistes, militaires, membres du clergé, courtisans, serviteurs. Finalement, il ne manque plus que nous. Au rez-de-chaussée, déambulant dans les longs couloirs, ornés d'imposants bustes représentant certaines des personnalités politiques importantes de l'époque, on retrouve notamment les appartements princiers datant du XVIIIe siècle. Parmi eux, l'appartement du dauphin, le fils aîné du roi, celui de la dauphine, son épouse, ou encore les appartements de mesdames, les filles de Louis XV, Adélaïde et Victoire. Arrivant au premier étage, outre la galerie des batailles, retraçant plus de 1500 ans de conflits auxquels a pris part le royaume, on peut observer 3 endroits iconiques. Le premier d'entre eux est le grand appartement du roi. Composé de 7 salons, il était l'appartement de parade du souverain. Ouvert à toutes et à tous en journée pour y voir passer le roi et la famille royale, notamment quand ils se rendaient à la chapelle, l'activité y était néanmoins tout autre une fois le soir venu. En effet, sous Louis XIV, des soirées d'appartement y étaient organisées plusieurs fois par semaine. Pyjama, petit plaid, Babybel ou encore abonnement Netflix, déjà à l'époque, on savait s'amuser. C'est pas plutôt ta soirée à toi, ça? Peut-être. Quoi qu'il en soit, mine de rien, les programmes de ces festivités étaient plutôt sympathiques. En effet, qui dit soirée dit boisson. Eh bien, le salon de l'abondance, qui portait très bien son nom, faisait office de bar pendant ces fêtes, durant lesquelles étaient servis café, vin et liqueurs. Et comme boire ne va pas sans manger, les hôtes ayant un petit creux pouvaient se rassasier dans le salon de Vénus, où les tables étaient recouvertes de pyramides de fruits frais et rares, tels que des citrons ou des oranges. Une fois le gosier hydraté et l'estomac rempli, les convives pouvaient se diriger au choix vers le salon de Mars ou celui de Diane. Dans le premier, servant en temps normal de salle des gardes, étaient installées des tribunes pour musiciens, transformant ainsi la pièce en salle de musique et de danse. Le second, quant à lui, était aménagé en salle de billard, là aussi avec des gradins, pour accueillir un public qui se délectait de parties endiablées, au cours desquelles brillait le roi soleil. Mais enfin, c'est ce qu'il dit, hein, c'est le roi, personne ne va le contredire. Mais grave, mais moi je suis sûr que Loulou je le bats easy. Easy. Bon, évidemment, toutes les pièces servaient pas à faire la fête. Par exemple, le salon de Mercure était la chambre de parade du roi. Bien que le lit ait rapidement été enlevé en hiver pour y mettre des tables de jeu. Ouais, donc il paradait pas trop en fait. Ouais. Ceci dit, du 2 au 10 septembre 1715, c'est là qu'était exposé le cercueil qui contenait la dépouille de Louis XIV. Donc, techniquement, il a un peu paradé. En se rendant à l'opposé du grand appartement du roi, en symétrie par rapport à celui-ci, on tombe sur le grand appartement de la reine. Également composé de 7 salles, sa plus grande attraction était la chambre de la reine, où avait lieu la cérémonie de la toilette chaque matin, mais également les accouchements. En public. En public? Ouais. Et c'est pas moins de 19 enfants qui sont venus au monde dans cette pièce, sous les yeux d'une audience médusée et probablement écœurée. Ouh. Enfin, pour conclure cette visite du château, qui ne contient, je le précise, qu'un échantillon des 2300 pièces du bâtiment, rendons-nous dans la salle emblématique de Versailles, la Galerie des Glaces. Construite de 1678 à 1684, et également appelée Grande Galerie, elle relie le grand appartement du roi à celui de la reine. S'étendant sur 73 mètres et ornée de 357 miroirs, elle servait le plus souvent uniquement de lieu de passage, d'attente et de rencontre entre courtisans et visiteurs. C'est tout? Et ouais, je sais, c'est moins glorieux que l'image qu'on peut s'en faire aujourd'hui. Mais bon, c'est comme ça. Bien, pour terminer cette vidéo en beauté, après avoir arpenté les couloirs royaux, je vous propose une petite mise en situation. Une journée dans la vie de Louis XIV au château de Versailles. Non, merci. Non mais, y'a pas le choix. Ah! Vers 8h, c'est le petit lever. Un valet s'approche doucement du roi et murmure « Sire, voilà l'heure. »« Oh, tu te réveilles ? Ça commence à bien faire les grasses mat, hein ?»
Suite à cela, débarquent dans la chambre membres de la famille royale, valets, seigneurs, chirurgiens et médecins pour une auscultation et barbiers pour un bon coup de peigne. Puis à 8h30, c'est le grand lever. D'autres personnes entrent dans la chambre jusqu'à former un public d'une centaine d'hommes qui observent le roi boire un bol de bouillon. Fascinant. 10h, il est temps de se rendre à la chapelle pour assister à la messe quotidienne en compagnie de la famille. De 11h à 13h, le roi rencontre ses conseillers dans son cabinet pour traiter différents sujets d'État. Puis, après 2 bonnes heures de travail, Louis a bien mérité un bon repas, qu'il déguste seul dans sa chambre jusqu'à 14h, observé par quelques hommes de son choix. L'après-midi, c'est activité en extérieur. Bah ouais, faut pas trop se fatiguer après une dure matinée de labeur. Dès lors, au choix, partie de chasse, qui a lieu 2 à 3 fois par semaine, ou bien promenade dans le jardin avec petit goûter à la fin. C'est génial. En soirée, on en a parlé tout à l'heure, des divertissements ont lieu dans les appartements. Enfin, à 22h, c'est le très attendu souper au grand couvert. Un repas public avec famille royale à table, duchesse et princesse sur des tabourets et d'autres dames debout. Bah ouais, chacun reste à sa place, faut pas déconner. Et voilà, après une longue et intense journée durant laquelle Loulou s'est bien dépensé, il n'a plus qu'à procéder à la cérémonie du coucher avant de pouvoir faire un bon gros dodo et de recommencer le lendemain. Ah, c'est beau. Ouais. Mais malgré ce quotidien marqué par l'étiquette et les bonnes apparences, l'histoire de Louis XIV renferme un sombre secret. En effet, contrairement aux représentations que l'on a de lui, le roi Soleil était sale. Vraiment sale. À son réveil, se levant de son lit infesté de puces, il enfilait uniquement une chemise propre, se passait rapidement de l'eau sur le visage et s'aspergeait lourdement de parfum afin de cacher tant bien que mal son odeur. Son odeur, il en avait d'ailleurs conscience, puisqu'il ouvrait la fenêtre à chaque fois qu'il entrait dans une pièce. C'est fair play. En effet. Mais c'est pas tout. Utilisant rarement son Colgate ou son Oral-B, il a perdu sa dentition très jeune, subissant de nombreux abcès qui s'infectaient et qui ont causé la perte d'une partie de son palais, si bien que suite à une mauvaise cicatrisation, il était commun de voir le roi recracher ses aliments par le nez. Mais le pire dans toute cette histoire, c'est qu'il n'était pas le seul. En effet, le château de Versailles était tout simplement l'un des lieux les plus sales du royaume. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Oh, par exemple, les courtisans qui avaient l'habitude de faire leurs besoins derrière les portes ou les rideaux, ou bien sous les escaliers. Ah d'accord. Voilà. Enfin, malgré ces obscures révélations, le château de Versailles reste l'un des piliers de l'histoire de France. Un ouvrage au patrimoine extraordinaire qui a fait toujours et fera encore rêver des millions de personnes à travers le monde. C'est la fin de cette vidéo à la découverte de Versailles et de son château. J'espère qu'elle vous aura plu, parce qu'il va y avoir un deuxième épisode. En tout cas, si c'est le cas, faites-le moi savoir en laissant un like, un commentaire, en partageant la vidéo à vos amis et en vous abonnant à la chaîne si c'est pas encore fait. Pensez aussi à me suivre sur les réseaux sociaux pour ne rater aucune actu. En attendant, nous, on se retrouve dans 3 semaines pour une prochaine vidéo. C'était l'Explorator. À plus tard.